bienvenue à la 53e émission d'Électrons Libres. Bonjour à vous tous. On est toujours là pour vous parler de sujets complètement farfelus, parfois intéressants, parfois complètement loufoques. Mélanie, Francis, toujours à mes côtés. C'est toujours un plaisir de vous voir. Aujourd'hui, on va parler de gardien de but. On va parler de type de clients, surtout ceux qui travaillent au service à la clientèle. Vous allez trouver ça bien intéressant. Et de comment faire une bonne blague. J'ai bien hâte de voir comment faire une bonne blague. Et on finira ça par un top 10 bien agréable. Mais pour débuter, on va faire comme d'habitude un petit coup de cœur, coup de masse. Donc, quelque chose qu'on a aimé ou pas aimé. Premièrement, ça va bien, les amis? Oui, très bien. Merci. Très bien. Toi, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Un petit coup de cœur, coup de masse, Mélanie? En fait, j'ai ici un superbe T-shirt à l'effigie du Festival Minifest à Montréal, qui est un grand mini-festival d'humour qui se tient souvent en juin. C'est passé. Cette année a été merveilleux encore. J'ai la chance d'y participer. Mon chum est dans le CA et plein de belles personnes. Fait que je leur lève mon chapeau parce que faire un festival d'humour à Montréal, quand on sait qu'il y en a plein d'autres, c'est audacieux et ils le font avec brio. Ils sont fabuleux. Bravo, bravo, bravo. Francis? Coup de cœur, moi aussi, on est positif. Oui. Pour les travailleurs, on a tendance à parler de pénurie de main-d'œuvre, à se dire que maintenant, les travailleurs peuvent magasiner, s'impliquent moins parce qu'ils ont la possibilité de faire différents emplois. Il y a encore des bons travailleurs, on a encore d'excellents services, on a encore des gens passionnés qui font de bel job. Donc, bravo à ceux qui s'impliquent, qui continuent à le faire malgré tout ce qu'on entend à propos de cette pénurie de main-d'œuvre. Oui. Ben, merci. C'est vrai que c'est important. Moi, j'aimerais donner un coup de cœur au Météor parce qu'il nous accueille pour aujourd'hui pour les 3 prochaines émissions. Donc, 4 émissions qu'on va tourner ici au Météor. Donc, merci à l'organisation d'avoir été ouvert et de nous accueillir en ces murs parce que ça fait du bien de sortir un peu de nos studios. Donc, merci au Météor. Donc, on va décoller ça en grand. Francis, tu veux nous parler de gardien de but. Qu'est-ce qui se passe? Toi, c'est parce que tu as déjà gardé les buts, mais ça me semble que tu n'étais pas très bon d'ailleurs. Je suis mauvais. En fait, c'est une passion que j'entretiens depuis ma tendre enfance, comme bien des gens, des Québécois particulièrement. Je suis un fan de hockey en général. Je ne suis pas fan des Canadiens. Je suis fan de hockey en général. Le jeu. Le jeu en tant que tel. Et le pouvoir que le gardien de but a sur la partie, l'importance du gardien de but, de ce qu'il va réaliser, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. On a tous en tête des matchs où ils se font défoncer, où ils font des miracles, qui gagnent des Coupes Stanley. Mais je me suis demandé à un moment donné, qu'est-ce qui fait un bon gardien de but? Qu'est-ce qui fait que tu es le meilleur? J'ai commencé des recherches sur Internet et c'est difficile. Pour quelques aspects que je vais vous expliquer. Parce qu'il n'y a pas juste les statistiques. Là. Tu peux avoir été un grand gardien de but et avoir jamais gagné de Coupe Stanley. Exactement. Avant de défiler, selon différents experts qui sont les meilleurs gardiens de but, il faut tenir compte de différentes choses. Premièrement, l'époque. Parce que selon l'époque, il y a des technicalités qui changent énormément. Autant à l'avantage du joueur que du gardien de but. Exemple, dans les années 60-70, où un paquet de records ont été faits, que Wayne Gretzky a fait des saisons de 200 quelques points. Les joueurs, par contre, à ce moment-là, n'avaient pas le même équipement technique. Il faut se rappeler que c'était avec souvent des bâtons en bois. Oui, la palette était courbée dans certains cas, à une certaine génération, mais c'est vraiment pas à la fine pointe des lancers d'aujourd'hui qui, à 109 000 à l'heure, c'est des fouets carrément. Le bâton est fait pour se courber et rajouter de la puissance à la rondelle. Du côté du gardien de but, c'est là que la grande différence est. Si vous allez voir un film des années 60-70 où on voit les gardiens de but aller, les pads sont en cuir. Et devenaient mouillés. L'équipement devenait extrêmement lourd. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est extrêmement lourd. Les gardiens gardaient les buts debout. Et vous allez voir que souvent, ils essayaient de donner des coups de pied aux rondelles. C'était le meilleur arrêt qu'ils faisaient, c'était de piquer à la poque. C'était complètement ridicule. Au niveau de l'équipement du bâton, au niveau du plastron... C'était moins gros aussi, à ça, c'est énorme. Hein? C'était beaucoup moins gros. Et nécessairement, de toute façon, ils ne pouvaient pas en mettre plus que ça. C'était extrêmement pesant. Ils suaient là-dedans, ça n'avait aucun sens. Rajoutez à ça que l'équipement du gardien, pendant longtemps, n'était pas de masque. Oui, ça. C'était un bas d'équipement. C'était incroyable. Là. Imaginez, la rondelle s'en vient et tu n'as pas de masque. Là. Écoute, Jacques Plante a été un grand pionnier de ce côté-là.
Et Il se faisait traiter de moumoune, là, pour il se ça. faisait quand, traiter de moumoune. Là. quand il a mis son masque. Il y a été un bout de temps sans que personne ose le faire, jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, le gars, il n'est pas innocent à temps plein. Là, tu sais. Finalement, ça a été au niveau de la technique qu'on a vu la plus grande différence. Et à ça, il faut penser à Patrick Roy, qui, C'est le papillon. avec le style papillon, François Allaire a été un grand chef d'orchestre pour beaucoup d'équipes, a fait évoluer énormément la technique, mais ils se sont rendus compte qu'en repliant les jambes, en fermant le bas du filet, ça laissait le haut du corps être malléable au niveau des arrêts, mais que tu t'assurais que tu avais peut-être 36 à 48 pouces qui étaient couverts au niveau de ton bas de filet. Contrairement auparavant, c'était beaucoup plus debout ou carrément sur le côté. La technique du gardien de se coucher sur le côté et de bouger le bras et la jambe, ça s'est fait régulièrement. Donc, au niveau du pourcentage d'arrêt, ça a été vraiment Ça a fait majeur. une grosse différence. Une grosse différence. Maintenant, aujourd'hui, la grande différence au niveau de l'équipement, c'est le poids. La dimension, Pierre le disait tout à l'heure, l'équipement a grossi. C'est ça. Les gardiens ont grossi aussi. Les là. gardiens ont C'est ça, grossi. Avec une bonne technique, de la vitesse et maintenant, au niveau de l'entraînement, ça a été un grand événement. Tu prends les joueurs à partir de 4 ans, 5 ans dans les filets et ils sont perfectionnés de plus en plus jusqu'à ce qu'ils arrivent à un niveau majeur professionnel, que ce soit Ligue américaine ou Ligue nationale. La plupart des gardiens qui sont rendus là, t'en as pas de mauvais. T'en as des meilleurs que d'autres, mais qui sont tous excellents, on va se le dire. Au niveau de l'équipement, ça a été particulièrement les jambières qui a été une grande différence au niveau du poids. Même dans je dirais, les 7 à 8 dernières années, maintenant, on avait la jambière complète. Et maintenant, il y a un pad au-dessus du genou. Ça apparaît pas tout le temps quand on regarde un gardien de but, mais si tu regardes la jambière, j'ai dit Jean-Pierre. Quand tu regardes Jean-Pierre, quand tu regardes la jambière, tu as un 6 à 8 pouces qui permet de fermer plus hermétiquement. La Ligue nationale, depuis 2 ans, se penche sur l'équipement, sur la grosseur. Là, ils sont en train de regarder le plastron parce que c'est tellement léger, tu peux grossir un petit peu ton équipement. Plus tu prends un équipement gros, plus tu vas en courir large. Ils ont limité depuis quelques années les jambières parce qu'ils se sont rendus compte que on y allait avec du 36, 38 et on grossissait toujours les jambières et que là, à un moment donné, il fallait être capable de statuer parce que les statistiques, ce qu'on disait tout à l'heure, qui étaient des records de la Ligue nationale. Qui se comptait plus de buts, en fait. Ben voyons, c'est ça, là, un compteur de 50 buts aujourd'hui. C'est rare. L'année dernière, je pense, il y en a eu 2, je crois, là. Nécessairement, c'est pour le spectacle aussi. Tu payes un billet pour aller voir un match de 2-0, 1-0, 3-1, et c'est régulier. La raison principale, ce n'est pas les joueurs. Ils ont l'équipement, ils ont le talent, ils ont tout ce qu'il faut. C'est les gardiens de but. Les gardiens de but de haut niveau, maintenant, ont fait une grande différence. Maintenant, est-ce qu'il me reste encore un peu de temps? Un petit peu de temps, parce que là, on aimerait ça savoir c'est qui pour toi, là, les C'est meilleurs? qui mes 10? Je les ai sortis sur ma feuille ici. Et voilà. Je suis pas d'accord avec tout, mais Bernard Parent, grand gardien du Canadien de Montréal, a été dans la dynastie principalement. Philadelphie, excuse-moi. Dans la grande dynastie des Flyers et a été un très grand gardien. Glenn Hall, je suis surpris. J'avais sa carte de hockey. Je le trouvais pas si bon que ça. Ouais, mais t'étais tout petit, là. Tu t'en rappelles pas, tu l'as pas joué, là. Mais tu as connu Ed Belfour. Oui. Ed Belfour a été un grand gardien au niveau statistique. Mais il n'a jamais rien gagné, ou presque. Jamais rien gagné, mais statistiquement, au niveau de pourcentage d'arrêt moyenne, a été très performant. Tony Esposito, un style classique. flamboyant, un classique. Avec un masque flamboyant aussi. Terry Sawchuk, dans les vieux gardiens, je pense, est une référence. Jacques Plante, pour ses statistiques, mais particulièrement pour ses innovations. Ken Dryden. Si on parlait de grands gardiens dans le temps, il y avait un géant qui s'accotait sur son bâton chez les Canadiens. C'était Ken. Dominique Hachek. Qu'est-ce qui distinguait Dominique Hachek? C'est qu'il avait l'air de faire n'importe quoi, mais qu'il arrêtait toutes les rondelles. Et voilà. C'était monsieur n'importe quoi dans toutes les positions, mais la rondelle le frappait tout le temps. Avec quelle équipe? Buffalo. Buffalo, merci. Je sais pas pourquoi il me regarde pas quand il pose des questions. Ben, voilà. Il y a des sujets où on a des forces, d'autres moins. Et les 2 premiers, c'est le grand débat. C'est le grand débat, ouais. Patrick Roy, Martin Brodeur, Patrick Roy. T'as pas Georges Vézina? Non, t'as pas Georges Vézina, statistiquement parlant, là-dedans, au niveau du calcul des points. Ben, c'est une autre époque aussi. C'est une autre époque. Patrick Roy,
c'est au niveau technique, au niveau des victoires, les Coupes Stanley. Martin Le Brodeur, joueur plus utile aussi en série. Tu sais, il y a vraiment. 93, 87, Puis Martin Brodeur qui a tous les records. Oui, Martin Brodeur, nombre de victoires avec la même équipe. Mais tu sais, il avait compris, hein, le style de jeu était fait pour Martin Brodeur aussi. C'est ça la différence avec Patrick Roy. Exactement. Et dans le classement que j'ai sous la main, c'était Martin Brodeur de quelques points qui surpassait Patrick Roy. Donc, bravo Martin, je suis presque à ton niveau. Je travaille là-dessus, mais ça s'en vient. Merci, Francis. Merci pour l'éducation. Ouais. Merci. Moi, maintenant, je vais vous parler des types de clients. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé au service à la clientèle. Moi, oui, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une librairie de bande dessinée. Donc, tu as affaire à des clients. Et je me suis posé la question, il y a différents types de clients. Bon, ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est qu'on peut être différents types de clients. Une journée, tu peux être tel type. Une journée, dépendamment de ce que tu achètes, tu peux changer de type. Mais il y a une belle typologie qui a été faite. On a, entre autres, premièrement, le client, lui, qui est décidé. Hein? Lui, il sait ce qu'il veut acheter. Il s'en fout de ton expertise de vendeur. Il sait déjà. Fait que le conseil qu'on peut donner aux vendeurs, c'est d'être rapide, d'être précis, parce que lui, il n'a pas le temps de niaiser. Puis peut-être, si tu es habile, d'essayer de découvrir s'il n'y a pas d'autres besoins adjacents où tu pourrais faire d'autres petites ventes pour compléter son achat. On a aussi le type de client qu'on appelle le demandeur de conseil. Hein? Ouais. Lui, il cherche, lui, un contexte donné, il cherche la meilleure solution. Il veut se faire écouter. Lui, il a besoin de ton expertise de vendeur. Il ne va pas dans les grandes surfaces, il va dans les magasins spécialisés parce qu'il veut avoir la vérité. Puis le prix est plus ou moins important. Lui, il veut régler son problème. Donc, pour le vendeur, je pense que la meilleure chose, c'est de prendre le temps d'écouter son client, de voir qu'est-ce qu'il veut, de le mettre en confiance avec l'expertise que tu as. Puis l'important aussi, c'est d'y apporter une solution. Lui, il a un problème, il veut une solution, donc c'est toi qui as la clé. On a le chasseur de prix. Je ne sais pas si vous êtes pour votre genre. Lui, il sait qu'il va acheter. Ça, c'est sûr. OK? Il connaît le prix partout. Mais il prend son temps parce qu'il veut trouver le meilleur prix, faire le deal. Il veut souvent négocier. Il s'en fout un peu de ton expertise. Lui, c'est le prix qui compte. Comme vendeur, c'est assez compliqué parce que le prix, c'est souvent pas toi qui le décide. Donc, c'est peut-être d'essayer de comprendre le client pour voir est-ce qu'il y a d'autres choses derrière le prix qui pourraient faire la différence. Fait que c'est ça. D'autres types de comportements qu'on a chez les clients, on a le client qui est directif. T'sais, lui, il arrive, il est habitué de donner des ordres. Fait que, hey, il vient me servir, il va te parler. Il a une apparence plutôt froide, une démarche qui est assez rapide. Souvent un peu chialeux. Ben, Non, pas tant le chialeux, mais plus lui, là, il est direct. Là, c'est, comment ça fait que ça marche pas de même? Oui, ça peut sonner ça sonne chialeux, un peu, mais ouais. lui, il a besoin d'explications courtes. Hein? Il veut pas se faire flatter, il veut pas se faire dire rien. Là. Il veut se faire parler d'efficacité, d'optimisation, de rapport qualité-prix. Il veut des arguments pour acheter. T'sais, il faut que tu vendes tes affaires. Et comme vendeur, tu dois quelque part un peu t'engager sur les résultats. Si vous achetez ça, monsieur, je vous garantis que vous allez voir une différence sur telle ou telle chose. Il y a l'intellectuel. L'intellectuel, lui, il pose des questions. Il a besoin d'être rassuré. Il veut comprendre. Hein? Il observe beaucoup, il écoute, il va lire les descriptions, il va voir les petits détails. Lui, il faut le laisser réfléchir. Il veut des précisions. Il veut des éléments de comparaison entre les modèles. C'est ça qu'il a besoin. Il veut pas se faire enjoliver là, les choses. Puis il veut, si tu dis quelque chose, que tu tiennes parole. Donc, c'est ça. Donc, parce que lui, il intellectualise les informations. On a le convivial. Lui, c'est le Roger Bontemps. Hein? Il est agréable, il fait des blagues, il est souriant. Lui, il veut faire plaisir au monde. Fait que lui, il a le temps, il n'y a pas de problème. Lui, il va préférer un climat détendu. Un vendeur qui est capable de le conseiller, de le rassurer, mais de faire des blagues, de répondre à ses blagues, de le trouver drôle. Il veut pas être pressé. C'est un bon... lui, il vient, en fait, magasiner, mais en même temps, il est de bonne humeur. On a le frimeur. Lui, le frimeur, il sait ce qui est important, c'est le paraître. Hein? Il est un peu séducteur, fonceur, il est prêt à flamber de l'argent, pas de problème. C'est son allure, ce qu'il a de l'air. Il cherche les innovations, les gadgets, l'affaire que personne n'a. C'est ça qui l'intéresse. Il veut te convaincre là, que sa manière de voir, il a raison. Lui, il en met épais. Lui, je pense que comme vendeur, il faut que tu montres de l'enthousiasme. Hein? Ah oui, tu t'intéresses un peu. Montrer les aspects innovants de ce que tu as à offrir. Et
axé sur les bénéfices. Hein? Si tu as ça, ben, tu vas être le seul, il y a tel réseau que tu peux avoir, ou je sais pas, tu vas être le seul à avoir un frigidaire qui parle ou des trucs de même. Donc, lui, il veut la haute technologie parce que c'est le pareil qui est important. La phrase à ne pas dire, c'est « j'en ai vendu beaucoup ». Non, c'est ça, Oui, c'est ça. c'est ça. Non, c'est plutôt, lui, il est plus cher, mais tu vois toute la différence parce que tu as telle option que tu ne retrouves pas sur aucun. C'est ça. On a l'angoissé. L'angoissé, lui, il n'est pas sûr de lui, il ne sait pas trop. Lui, il va gosser sur des détails, des petites affaires, il veut comprendre. Il va faire répéter souvent les mêmes affaires. Lui, tu dois être rassurant, hein, parler de la fiabilité de tes produits, la simplicité d'utilisation, il ne faut pas que ce soit compliqué. La garantie, bien sûr, s'il y a quelque chose, il faut qu'il soit rassuré. Là, c'est le temps de jouer la carte de l'expert. Je connais ça, écoute-moi pour te montrer un peu comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et finalement, on a le contestataire. Lui, c'est le chiant. Lui, il connaît tout. Je savais qu'elle Il a allait tout venir. vu. Il y en a un. Il a Fallait tout qu'elle aille. entendu. Ben oui. En apparence, il rejette la société de consommation. Il est au-dessus de ça. A priori, il n'aime pas les vendeurs déjà. Là, tu vas le faire chier, mais s'il a besoin d'aide, il faut qu'il soit là, parce que sinon, il va faire une plainte. Il va se valoriser sur sa capacité à critiquer, à démontrer sa différence, son anticonformisme. Bon. Lui, il faut le laisser s'exprimer. Il faut lui donner raison. Ça sert à rien de se battre avec lui. Écoute, il n'y a rien à faire. Il faut s'excuser de ne pas être parfait parce que, à un moment donné, de faire des erreurs, c'est normal. Et il faut proposer des solutions qui vont être originales, alternatives. C'est ça. Fait que lui, il est peut-être plus touché, mais c'est des clients quand même agréables parce que quand tu es capable d'aller les chercher et qu'il y a un sentiment de confiance qui est fait, ils vont revenir toujours te voir parce qu'ils sentent qu'il y a un sentiment de confiance. T'es tellement optimiste, toi, dans le service à la clientèle, je trouve. oui. C'est pas l'opinion de tout le monde, là. Non, mais moi, je trouve ça important. Ben, c'est- mais je c'est trouve bon, je trouve cependant ça le qu'il y a fun plein de gens. d'avoir un- Mais ça, c'est le côté des clients. Ouais. On pourrait faire maintenant le côté du service à la clientèle, Ouais. où là, on aurait beaucoup à dire parce qu'entre autres, il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour le service à la clientèle. Non, Je comprends c'est pas ça. pourquoi ils font Non, ça. non, moi non Quand plus. tu vas poser une question, tu n'es pas capable d'avoir un bonjour, un sourire. C'est vrai. Tu sais, il y a beaucoup de types. Ça, on Ouais. pourrait y revenir, mais de voir l'autre côté de la médaille. C'est Mais pour intéressant, ceux ouais. qui sont en service à la clientèle, je pense qu'on est capable de reconnaître les types de clients-là. Quel type de client êtes-vous? Quand je fais un gros achat, je suis anxieuse. OK. Un gros achat. Mais sinon, en général, je suis assez « Hey, salut! » Puis, t'as-tu besoin de quelque chose? Non, je regarde. Tu sais, je suis de bonne humeur en général. Toi, Francis? Je suis clairement pas gossant, puis je suis clairement pas celui au niveau des prix qui est au courant de tout. Fait que moi, si le contact est bon, Moi aussi, tu vas c'est ça m'avoir. beaucoup. C'est vraiment le contact avec le vendeur. Ouais, plus d'ailleurs, que c'est comme ça que je t'ai le- convaincu à faire cette émission-là. Effectivement, regarde la preuve. Mais le sentiment de confiance est tellement Tellement, important. là. Tellement. c'est Le vrai. Mais pour les sourire, là, clients l'approche. tu sais, qui sont de bonne humeur puis qui font des blagues, c'est important de savoir faire une bonne blague. Mélanie, comment ben oui. faire une bonne blague? Écoute, quelle belle transition! Ouais. En fait, mon amoureux est humoriste. Ouais. Hein, et je baigne dans le monde de l'humour depuis 3 ans, univers que je ne connaissais pas du tout. Et là, Pourtant, je t'es une fille drôle. Ben, en fait, je trouve pas. Ah ouais? Je me trouve pas drôle dans la peut-être vie. drôle à tes dépens. Ben, en fait, je pense que c'est plus ça. Parce que moi, comment faire une... Je suis pas celle qui se rappelle des blagues. Je suis pas celle que... Je punch pas dans la vie. Souvent, ça tombe à plat. C'est ça qui devient drôle, tu sais. Puis là, je suis tombée sur un truc qui disait comment faire une bonne blague. Ben, je disais, hey, pourquoi pas, je vais lire ça. Je ne nommerai pas la source parce que finalement, je ne suis tellement pas d'accord avec ce texte-là que j'ai décidé de le lire à mon chum puis dit commente-moi ça, tu sais. Fait que mon chum m'a commenté le truc et ça va comme suit. En fait, ce qu'il dit dans l'article, c'est le public. C'est qui votre public? Là, vous voulez faire des bonnes blagues. Tous les aspects de votre blague, de votre contenu, à sa longueur, doivent être adaptés au public. OK. Donc, ce qui peut être drôle pour un groupe d'étudiants ne sera pas drôle pour un groupe de personnes âgées, par exemple. Ils vont dire, tu sais, c'est sûr que mon oncle va trouver ça bien drôle, ta joke, sauf que ton petit cousin de 17 ans va peut-être faire un rapport. Donc là, eux, ce qu'ils disent en premier, c'est votre public, c'est qui? Par contre, ici, je voudrais faire une petite nuance que faire des blagues dans un party de famille, tu sais c'est qui ton public, tu sais à qui t'as affaire, c'est drôle. Faire la même blague sur un stage devant des gens qui ne te connaissent pas, mais eux, ils se dirigent vraiment vers vous devriez, tout le monde est capable de faire des blagues et d'aller dans une soirée de stand-up et être drôle. Donc, ça va comme suit. Donc, chaque personne est différente. Ils disent qu'il n'existe pas de règles précises en matière de rire. OK. Ce qui est drôle est drôle. OK. Puis là, il dit mais il y a tout de même certains critères à respecter, sauf si vous connaissez personnellement les membres de votre auditoire. Chose qui n'arrive pas en humour, non. tant que c'est ça. Non. Donc, ils disent que ça, c'est... écoutez ça. Les personnes âgées n'aiment pas les blagues trop crues. Ne faites pas de blagues misogynes si votre public est majoritairement féminin. Les personnes de couleur n'apprécieront pas vraiment les blagues racistes. En partant, on fait pas ça.
Ben, sauf si tu le fais de manière ironique. Ben, Je sais de pas, manière moi, ironique, si- mais si c'est t'es devant un public- art, selon Ben oui, moi, ben faire oui, ça. oui, oui, C'est clairement, un art. faire Les ça. jokes de mon oncle en 2019, on Non. en a fait le tour. tu sais. Mais tu sais, comme Yvon Deschamps, il utilisait beaucoup l'ironie. Il choquait des gens qui ne comprenaient pas, mais en Ça. même temps, il était habile pour faire réfléchir. Yvon là. Deschamps, c'est un art dans ça. Et l'époque à laquelle il le fait aussi, c'était très... c'était nouveau, c'était très actuel de ce qu'il fallait dénoncer à cette époque-là. Les blagues à Yvon Deschamps aujourd'hui ne passeraient plus Ah, pas en du tout. 2019. Pas du tout. C'est le contexte historique Ouais. aussi qui fait la chose. Et il continue comme suit. Donc, on parle encore de public, ça devient redondant un peu. Donc aussi, on parle de ça, Yvon Deschamps et tout ça. Yvon Deschamps, c'était son clown à lui, il était comme ça. Quelqu'un qui est fan de Mike Ward, par exemple, que j'adore en passant, et veut faire de l'humour comme lui, si ce n'est pas son clown, n'essaie pas de faire des jokes d'humour noir si ce n'est pas ton clown, ça ne marchera pas. Ça va être tout simplement que malaisant, tu sais. Donc, c'est pas parce que tu aimes l'humour de quelqu'un que tu es nécessairement capable de le faire que c'est ton clown à toi. Il faut spécifiquement trouver son propre clown. Je dis ça sans prétention, je ne suis pas humoriste. Mais j'en ai vu beaucoup des malaises. D'ailleurs, au Minifest. Aussi au Minifest. Donc, choisissez une cible. Deuxième règle. Chaque blague a une cible précise. Il est important que cette cible, l'élément de base de votre blague, soit adapté à votre public, encore. Donc, dans une soirée, selon lui, où on dit qu'il faut adapter au public, on choisit une cible. Les maris, par exemple, vont probablement rire si les blagues concernent les épouses. Hein? On sait ça. Ah oui. Ça, on voit que c'est très actuel. Ça a été écrit en 2019, ça a l'air. Donc, ayant un point de vue de départ à la fois réaliste et un peu exagéré. Le début d'une blague, dans son introduction, devrait être ancré dans la vraie vie afin que votre public puisse s'y retrouver. Mais il devrait aussi comprendre une exagération. C'est ce qui donne le côté humoristique de la blague. Et mon chum m'a expliqué ici que c'était en fait deux procédés humoristiques différents. On peut faire une blague du côté réaliste, on peut aussi utiliser un procédé qui est l'exagération, mais un n'est pas nécessairement lié à l'autre pour être une bonne blague. Donc, il y a plein de procédés humoristiques en humour, mais lui il dit que c'est ça la clé. Donc, on va essayer de l'écouter. Là, prenez des notes parce que je vais vous conter une blague à la fin. Oh! OK? Donc, il dit que songez au début comme le socle de votre anecdote. C'est la pièce maîtresse de la blague, le début de votre blague. Donc, ça n'aura pas de sens pour votre auditoire et ils ne trouveront pas votre blague drôle si vous ne posez pas une bonne base à votre blague. À la fin de ça, qu'est-ce qu'on veut? Une chute. Ben oui. Ça prend une chute au punch. final. Hein? Un punch, exactement. Donc, la fin d'une blague est évidemment essentielle. On est d'accord là-dessus. Donc, ils disent que, dans le fond, c'est ce qui va rendre la blague géniale ou nulle. Mon chum n'était pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'une blague n'est pas nécessairement soit géniale ou soit nulle. Hein? Il y a des blagues plus drôles que d'autres, il y a des dépend nuances. aussi, vraiment. Et moi, une fin qui tombe à plat, ça me fait vraiment beaucoup rire. Non, Moi il y a aussi. des choses que moi, ils me font rire, qui sont complètement absurdes, qui c'est même ça. pas des blagues, mais c'est ça qui me fait rire. Donc là, on serait mal pris si on écouterait ça et que dans le public, il y aurait quelqu'un comme toi et comme moi. Hein? Après, ça me prend 1 minute et demie. OK. Je te dis ça de même. Je finis avec ça parce que c'est vraiment merveilleux. Oui. Appropriez-vous la blague. Des tas de blagues se ressemblent plus ou moins et racontent une anecdote déjà entendue dans d'autres blagues. Pour avoir une blague bien drôle, vous devriez surprendre votre public d'une certaine façon. Il dit en fait qu'un moyen de personnaliser la blague est d'en changer des parties. Avez-vous entendu parler de Gad Elmaleh? Oui. Ben, Oui. c'est du plagiat, en fait. En fait, tout ce qu'il nous dit ici, c'est du gros plagiat. Donc, si les humoristes avaient lu ce texte, ils disaient « Ah oui, moi, je vais faire ça, des gags, donc je vais faire du plagiat. » En fait, tu nous Ne fais faites pas une ça. non-chronique. Exactement. C'est C'est ça. Quoi ne pas exactement faire? ça. Quoi ne pas faire? Et finalement, il dit qu'il n'est pas tellement essentiel de vous entraîner pour dire vos blagues. Il faut que ce soit naturel. Par contre, faites attention parce que ça se peut que ça fasse des puis que tu te cherches un peu, mais c'est pas essentiel. Au contraire, le timing est Le tellement rythme, important. le rythme. Et moi, j'ai vu des humoristes s'acharner et ils Ils font s'acharnent. le tour de la province avant de leur rentrée montréalaise, justement pour roder leur Roder un spectacle. show, ça se fait là, des fois sur des mois, voire même des années. Donc, au final, on comprend que cet article-là, ne vous fiez pas là-dessus. Et selon lui, on comprend que tout le monde peut faire de l'humour dans n'importe quel public. Et il dit pratiquez-vous devant vos parents
Et ensuite, aller en public. C'est compliqué, ma Parfait. mère est morte. Ben voilà. Ça, c'est drôle. Ça, c'est c'est drôle. drôle. Ça, c'est une bonne blague. Ouais, ouais. Hein, surprenante, la Ouais. surprise, j'adore ça. C'est une bonne blague? Hein? Si j'ai une bonne blague? Oh, je suis pas bon dans les blagues. Moi, je suis honnêtement. vraiment moi, pas c'est les bonne non situations plus. qui me font rire. La blague, pas de temps. Beaucoup. Moi, Ouais, moi, je suis l'absurde pas me dans fait une rire, situation. ouais. Ouais. L'absurde. Mais moi, j'ai ouais. inventé une blague un jour et personne ne l'a jamais ri. Je vais vous la raconter. Oui. Comment t'appelles ça, un grec bleu? Je sais pas. Un schtroumpflaki. Merci de sourire. En fait, j'ai vraiment rire beaucoup. Mais je vais la plagier, puis je vais changer la Ouais, couleur. Et ouais, je vais faire Ouais. ça. Et voilà. Je vais me l'approprier. Je sais pas. Merci beaucoup, Mélanie, Ça fait pour cette plaisir. chronique très drôle. Maintenant, comme top 10, c'est des trucs qu'on ne devrait pas avoir à expliquer à un adulte. OK. Hein? Je suis vendue. Tu sais, Déjà. en tout cas, vous allez voir, c'est assez simple, hein, mais bon. OK. Quand tu fais pipi sur la toilette, un, tu essaies de ne pas faire ça. Deux, tu l'essuies. Et c'est pour les garçons, on va dire, mais aussi pour les filles, hein, parce que les filles qui veulent pas toucher le banc de toilette, là, puis qui pissent à un pied du banc de toilette, puis qui en mettent partout, c'est dégueulasse. ça. Ouais. Ouais. Non, mais tu sais, bon, puis les garçons aussi, là, pour vrai. Bon. Après être allé aux toilettes, lave-toi les mains. Hein? Les pandémies, ça venait comment, tu penses? Non, mais c'est simple là, à faire, là. Hein? Si tu veux emprunter quelque chose à quelqu'un, tu dois avoir sa permission. Oui, sinon. Sinon, ça s'appelle Du vol. Oui. Non, Puis tu lui fais attention aussi. Tu ne le maganes pas en lui rapportant en pensant que exactement, c'est pas tout important. détruit, exactement. On ne mange pas la bouche ouverte. C'est juste dégueulasse. Point. Non, la Terre n'est pas plate. C'est tout. C'est important de le spécifier, ça, hein? Si Ouais. quelqu'un, là, ça marche pas comme tu veux, monter le ton puis crier, écoute, tu sais, on peut régler nos problèmes sans avoir à monter le ton puis à crier. Hein? On peut quitter simplement. Essayez de se laver au moins plusieurs fois dans la semaine. Pas tous les jours nécessairement, mais tu sais, arriver puis... Une hygiène Ouais, hygiène, de base. c'est intéressant, c'est intéressant, base, hygiène de oui. Tu ne touches pas les gens sans leur permission. Mais... Ça, c'est Ça, très c'est important. Respecter les gens. Tu sais, des fois, il y a du monde qui sont un peu... Non, mais face justement, là, aux gens au service à la clientèle, Mm-hmm. aux serveurs, aux barman, aux secrétaires qui les traitent comme de la Ça merde. réglerait bien des choses, ça. Hein, être gentil, ça va toujours plus te servir et jamais te nuire. Mm-hmm. Et le dernier, ça s'écrit C''A, pas SA. C'est clair? Bon. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est Ça qui est ça. ça. Merci beaucoup et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre. Bonne semaine.